On parlait un peu d'onboarding tout à l'heure. L'onboarding, ça devient de plus en plus important. On le voit en plus avec le Covid, avec les visios, avec tout ça. C'est quelque chose qui commence à devenir primordial. En plus, le marché se tend sur et la tech et le produit. Du coup, des fois, on va commencer à recruter plus junior. Est-ce que vous avez, vous, un process d'onboarding qui... Enfin, c'est quoi votre process d'onboarding que ce soit produit ou tech? Déjà, il y a un premier process qui s'appelle le Miracle Bootcamp, qui est global. Donc, si tu arrives chez Miracle, tu es obligé de le faire. Peu importe ta fonction, peu importe ton rôle. Okay. Ça prend, je crois que ça t'occupe quasiment toutes les après-midi de ta première semaine. Après, on groupe les arrivées, hein, parce qu'on n'est plus capable d'accueillir les gens un jour au fil de l'eau. On fait une arrivée en début de mois. Les dernières, c'est 57 personnes. Celle d'avant, c'est 42. Donc ça fait des grands groupes. Tu as pas mal de petites présentations sur la culture, les valeurs, la marketplace, l'histoire de la boîte. Ça met tout le monde un peu dans le bain. Après, c'est pareil, hein, comme l'orga, le bootcamp, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué au fil du temps. Maintenant, on a beaucoup de... tu vois, typiquement, Isabelle et moi, on fait à chaque bootcamp, on a une petite intervention de 30-40 minutes où il y a une séparation en groupe des gens qui viennent d'arriver et puis ils reviennent avec toutes les questions qu'ils ont envie un peu comme ici, tu vois. Pareil, on fait ça tous les mois, on se marre bien, on essaie de rigoler. Donc c'est hyper interactif. Moi, avant, on faisait beaucoup de slides, etc. Donc je pense que on a réussi à beaucoup améliorer ça. Tu as aussi ce qu'on appelle le trail qui est dans le bootcamp. En fait, tout le monde doit créer une marketplace dans les 2 premières semaines où il arrive chez Miracle. Donc on lui met un environnement de développement à disposition, un espèce de bac à sable, et il va suivre un tuto qui va lui permettre de découvrir qu'est-ce qu'une marketplace, c'est quoi un opérateur, c'est quoi le client, c'est quoi le vendeur, quels sont les challenges qu'on a d'un point de vue volumétrie, etc. Donc ça, c'est très apprécié. Et puis tu peux le faire un peu entre deux trucs et tout, donc c'est assez cool. Sur le côté tech, on a créé et on a lancé depuis le début de l'année là, la Miracle Tech Academy. C'est quelque chose qu'on a bien mis 6 mois à construire en 2021. Où, un peu comme tout, le marché est très tendu. On essaie de recruter des gens qui sont seniors, mais il y en a moins sur le marché, donc on recrute aussi des juniors. On recherche aussi à recruter des gens qui ne sont pas forcément des habitués des technos qu'on utilise. Donc on veut les former. Et en fait, on a demandé à nos équipes tech de créer des cursus sur les fondamentaux des technologies qu'on utilise, sur des modules un peu plus avancés. Et maintenant, on fait des cursus de 1 mois à 2 mois où quand tu arrives, tu ne travailles pas directement dans une squad. Tu sais dans quelle squad tu vas être affecté au moment où tu as été recruté. Mais tu peux passer 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois à être suivi par ton squad lead ou ton un peu personal trainer chez Miracle pour te former sur les aspects base de données, sur les ORM, sur Java, sur les fondamentaux, si tu viens d'un autre langage. Et ça marche plutôt bien. On a fait ça on a fait une première promo en février. Okay. Et où on a eu pas mal des stages qui arrivaient, des juniors. Et là, la deuxième promo, on a des gens plus seniors qui viennent de techno. On a aussi onboardé des gens dans la Tech Academy, de boîtes qu'on a pu racheter. Ils avaient l'habitude de développer en Ruby. Ça fait 15 ans qu'ils font du Ruby. On développe nos softs en Java. Voilà, il est coaché. On a créé des cours, des exercices qui sont corrigés via des pull requests, donc c'est assez industrialisé et ça marche plutôt bien. Et ça dure combien de temps du coup cette Tech Academy? Ça peut durer, ça dépend de tous les modules auxquels ton hiring manager va demander à ce que tu sois, et toi tu dis je suis pas hyper à l'aise sur ça, ça peut durer entre 3 semaines et 2 mois. Ok. Ouais. Ah oui, c'est un gros investissement, mais c'est un pari en fait. Ouais, c'est un pari. Où tu des risques finalement en fait. Mais il n'y a pas vraiment de choix. Parce qu'à un moment, il faut s'ouvrir à toutes les possibilités qui nous permettent de recruter. Le marché est tellement fermé, donc il y a tellement de compétitivité.
Donc c'est tu vois, le full remote, les avantages, l'accompagnement dans ta carrière, la formation. Ça fait partie des choses qui sont très importantes. Et puis en plus, les stagiaires, entre guillemets, de cette Tech Academy sont super contents. Et puis on a d'autres outils aussi. On a le document d'Induction Plan, qui est vraiment un document qui permet de te guider sur tes premiers jours, tes premières semaines, tes premiers mois. Donc tu as un peu ta petite bible personnalisée qui est préparée par ton manager, qui te dit justement quelle formation faire en interne, qui rencontrer pour te familiariser sur les sujets. On t'assigne aussi un buddy, et le buddy a un petit budget pour t'emmener déjeuner, prendre des bières, pour que tu te sentes accueilli. Donc c'est souvent quelqu'un qui a déjà un peu de bouteille dans la boîte, qui peut t'aider et te guider. Donc ça permet aussi de compléter le bootcamp et la Tech Academy. Et comme la Tech Academy marche très très bien, on est en train de développer aussi un Product Academy. Voilà. Et donc ça, c'est notre gros projet de cette année, c'est comment est-ce qu'on aide finalement à onboarder des gens un peu plus juniors sur les postes. Jusqu'à présent, on a commencé à ouvrir à des alternants, identifier des stagiaires aussi. On essaie de développer aussi des partenariats avec certains cycles de formation qu'on connaît bien, qui forment des PM. Voilà, ça nous permet d'aller chercher finalement un pool de talents peut-être un peu plus jeune, mais on va les accompagner à grandir. On a aussi des gens qui n'ont pas du tout fait de produit, et qu'on a fait venir chez nous et qu'on a formé, soit en interne, soit via des organismes de formation. J'ai en tête notre directrice produit qui n'a pas forcément fait du produit avant et qui aujourd'hui maîtrise sur le bout des doigts le product management, parce qu'on l'a accompagné, on l'a formé, on a quelques profils comme ça où on a fait venir une expertise, parce que parfois c'est nécessaire aussi de faire venir l'expertise, et on a investi dans les programmes de formation interne et externe pour les aider à monter en charge sur le rôle. Donc c'est, comme l'a dit Naji, on est obligé, mais on le fait avec plaisir, parce que ça nous permet finalement de diminuer le risque sur des profils qui sont peut-être un peu différents. Et je pense que contrairement à pas mal d'écoles, on n'est pas attaché à certaines écoles ou à certains cursus. Nous, ce qu'on veut, c'est des talents. Et si on identifie les talents et qu'on voit qu'il y a un potentiel, on va les aider vraiment à se développer chez nous. Et voilà, on a plein d'exemples de gens qui ont commencé en contributeurs individuels et qui sont maintenant managers, directeurs dans l'équipe. Donc c'est ça en fait qui est important pour nous, c'est de développer aussi les personnes et qui sentent qu'ils aient des opportunités de grandir. On a mis en place des carrières track, aussi bien pour les gens qui ont envie de devenir manager que pour ceux qui ne veulent pas devenir manager d'ailleurs. C'est hyper important. Aujourd'hui, pas tout le monde, quand ils prennent de l'expertise, de l'expérience, a envie de manager des grosses équipes. Donc pareil, on a des tracks pour des experts expérimentés, mais qui ne sont pas forcément des managers. Donc tout ça fait partie de l'onboarding, parce que si on donne de la visibilité aux gens, qu'est-ce qu'on attend d'eux, leur rôle, leurs responsabilités, je pense que ça les aide mieux à naviguer dans l'entreprise. Et au final, c'est pour ça qu'on peut se vanter d'avoir des longévités dans l'entreprise aussi longues. Les gens restent parce qu'ils sont très bien là où ils sont. Et il y a Jordi qui vous demande, mais qui maintient ça plus, quand est-ce que vous trouvez le temps en fait de produire tout ce contenu, alors qu'ailleurs ça court après des roadmaps intenables en permanence? Est-ce que vous avez des personnes dédiées à la création de contenu ou... Non. Si tu veux, ça rejoint le career track. On a une ladder, et si tu veux grandir, il faut que tu prennes des responsabilités. Donc on a des idées, on écoute les idées des autres aussi, et après on se dit on peut pas tout faire tout seul. Qui serait volontaire pour faire ça? Pour la Tech Academy, on a eu 5 personnes, 5 devs qui se sont dit ouais, moi je veux bien refaire tout l'onboarding purement sur toute la présentation qui dure quasiment une après-midi sur nos différents microservices, comment nos microservices communiquent, où est hébergé notre infra, comment est-ce que tout ça marche. Quelqu'un qui s'est proposé de tout refaire, et moi je vais écrire le cours sur Postgre, moi je vais écrire le cours sur Java, en plus j'ai encore des exos qui datent de mon école d'ingé, il y en avait des pas mal, je vais les récupérer, et on construit nos cursus comme ça. Mais il n'y a personne pour qui c'est le métier. Là où on a de la chance, c'est qu'on a une PMO
qu'on salue d'ailleurs, Laura, qui va s'occuper de coordonner, ça. Tu vois, c'est un peu son bébé. Et elle s'occupe de piloter. Ah bah c'est toi qui écris ça, c'est toi qui écris ça, c'est toi qui écris ça, de l'assembler, de dire bah la prochaine elle démarre en février, elle collecte toutes les personnes qui doivent participer, combien de temps ça va durer. Elle s'assure qu'on fasse les feedbacks aux personnes si on voit qu'elles progressent correctement dans le cursus. Mais il y a personne elle fait d'autres projets en plus de ça. Hein. C'est un vrai énorme travail du coup. Mais ils ont une grande satisfaction personnelle. Honnêtement, vraiment, on a une chance extraordinaire de travailler avec les gens avec qui on travaille. Nos équipes sont incroyables. On est très chanceux, ça c'est sûr. Et on a Stavax42 qui vous pose la question, comment faites-vous pour vous faire face à la pénurie de devs sur le marché et rester attractif, notamment face aux autres scale-up B2C plus connus du grand public, et même, on peut le dire, des startups qui vont faire exploser des salaires On n'est pas dans la stratégie de faire exploser les salaires. On travaille sur notre marque employeur. Ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est compliqué quand tu es dans le B2B. Moi, j'ai des souvenirs où j'allais sur des salons de recrutement et on avait le stand Miracle et personne qui venait sur notre stand. Et en face, je voyais Blablacar, Se Loger. Il y avait la queue avec les gens avec leur CV. Du coup, moi, je faisais la queue. Ouais, c'est ça. Et c'est donc, on essaie de travailler au maximum notre marque employeur. On a notre blog. On sponsorise beaucoup de conférences. Devox, le Paris Jug, Bordeaux I.O. On essaie vraiment d'occuper l'espace. Pas que l'occuper, mais de montrer aussi les belles choses qu'on fait. Pour montrer à quel point c'est intéressant de venir bosser chez nous. L'e-commerce, moi ce que j'adore dans les produits qu'on fait, c'est que tu as plein de challenges. Tu as vraiment le temps réel, la volumétrie, tu vois, manipuler des milliards d'euros de volume d'affaires sur les plateformes. Il ne faut pas se tromper, il faut faire de la qualité. On met beaucoup l'accent sur la qualité dans nos communications. Ça a été un des piliers, un des fondements de la boîte. Tu vois, tout est testé, on a des équipes QA dédiées, il y a un QA dans chaque squad. Développer un produit de qualité, c'est aussi ce qui fait rester les gens et c'est ce qui leur fait coopter des gens. Le premier axe de recrutement, c'est la rétention. C'est garder tes talents. Tu gardes des talents en leur faisant travailler sur un produit de qualité, sur un truc qui ne se met pas en travers de leur chemin tous les jours ou sur lequel ils se sentent efficaces, avec des collègues qui sont sympas, avec qui ils s'entendent bien, et avec un beau produit. On met beaucoup d'attention aussi à qu'ils soient fiers de leur produit. Même si on a un produit B2B, le grand public ne voit pas directement nos interfaces utilisateurs. Elles sont sympas, nos interfaces utilisateurs. On y met du boulot, on vient de tout designer pour la 4e fois parce qu'on a envie que nos équipes et que même tout le monde chez Miracle, quand on leur présente le produit, ils se disent c'est sympa. Voilà, c'est cool. Moi, j'ai travaillé sur des produits, c'était moins sympa. Et ça donne envie de rester et ça attire. Et notre premier vecteur de recrutement, ça reste la cooptation. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est pas de la chasse du coup, c'est vraiment cooptation de. Tu sais, aujourd'hui c'est très difficile de recruter des recruteurs aussi. Parce que là, pour avoir un mois où tu as 50 personnes comme qui arrivent, tu vois, 50 cooptations, je trouve ça. C'est moins vrai sur les autres aspects que l'équipe Labs. Okay. Mais dans les Labs, c'est principalement de la cooptation. Okay. Trop cool, c'est fort. Je vais revenir sur le sujet de tout à l'heure sur l'organisation parce qu'il y a Dreamafi qui avait posé une question et on a dû passer à cause du timing. Mais comment est-ce que s'organise votre gestion de projet de build, ouverture et configuration des environnements, suivi et question des clients, conjointement avec l'équipe produit, du coup entre gestion de projet et gestion de produit? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Comment s'organise votre gestion de projet de build, du coup ouverture et configuration des environnements, suivi et question des clients, conjointement avec l'équipe produit? Du coup, ça doit être... En fait, on ouvre des nouveaux environnements quand on signe des nouveaux clients. Et ensuite, c'est du CI/CD, donc on est en continuous deployment tout le temps. Après, on a une stratégie assez classique de déploiement. Quand on a des stratégies de release en termes de produits, on en parle avec nos équipes d'engineering.
on a des stratégies de toggle et qui nous permettent de cacher certaines fonctionnalités en prod. Et le jour où on est prêt à relâcher, soit en bêta, soit en general availability, à ce moment-là, on travaille avec le dev pour relâcher. Je suis pas sûre d'avoir répondu à la question de l'auditeur. Peut-être en complément, on peut Isabelle disait tout à l'heure, on a qu'une code base. Donc il n'y a pas de branches différentes par client, il y a pas de... Et on ne fait que de l'infra as code. Donc toute la partie infrastructure, on héberge notre solution chez différents cloud providers. Tout est automatisé. Terraform, Ansible. Quand on a un nouveau client, on a une demande de création d'environnement qui vient de l'équipe juridique parce que ça y est, tout a été signé. Et tu veux, c'est un clic par l'équipe SRE dans notre CI/CD pour dire, allez, en Jenkins, pour dire, on crée un environnement, on lui donne un nom. Et ça y est, l'environnement est créé. Et ensuite, c'est l'équipe du support qui contacte le client pour leur donner les credentials pour accéder à leur plateforme. Ok, trop cool. J'espère que ça répond à ta question, Dreamafi. Sinon, par rapport à l'onboarding, pour vous déjà, qu'est-ce qu'un bon onboarding? Est-ce que vous notez votre onboarding pour le faire évoluer, pour voir les pain points? Comment est-ce que comme l'organisation, c'est un produit aussi, l'onboarding? Ouais, on a une grosse culture de l'itération chez nous pour tout, donc on traite un peu tout comme un produit. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais effectivement, on a toujours des questionnaires de satisfaction. On demande aussi des rapports d'étonnement à nos équipes, que ce soit sur l'arrivée de l'entreprise, mais aussi sur leur process d'onboarding, le bootcamp, enfin tous les process par lesquels ils passent. Il y a un système de notation quelconque qui nous permet de revoir ce qui marche pas. Et comme l'a très bien dit Naji, le bootcamp, on en est à la version 26 en fait. C'est parce que on itère tout le temps, on change le modèle, on voit ce qui ne marche pas et on améliore. Et vraiment, l'objectif pour nous, c'est aussi de se dire, on a donné, en fait, dans ce fameux induction plan qu'on donne à nos employés, il y a aussi des objectifs court terme, moyen terme, long terme, et on regarde par rapport à ces objectifs, est-ce qu'ils les ont accomplis. Ça commence aussi bien par, il faut que tu fasses tous tes rendez-vous dans les 4 premières semaines. Donc voilà, on utilise nos one-on-one pour monitorer ça avec nos employés, de s'assurer que leur process d'onboarding se passe bien. Et en général, ça se traduit assez rapidement par plutôt soit des confirmations de CDI très rapidement parce que ça se passe bien et voilà, on n'attend pas et on y va, ou ça se traduit par vraiment un engagement très fort et on le voit très vite. En fait, les gens qui ne sont pas contents, on le voit très vite de toute façon. Je pense que ça, c'est l'expérience de manager qui parle probablement. Donc, on sait que ces premières semaines, premiers mois sont très importants et donc on y fait encore plus attention et c'est ce qu'on donne comme mission aussi à nos managers. On a une fonction aussi depuis quelques années des HRBP et on a une HRBP dédiée à Labs, donc à Produit et Engineering. Et c'est super parce que ça permet, tu as vraiment beaucoup de canaux quand tu arrives pour pouvoir donner du feedback et communiquer. Tu as les gens de ton équipe, tu as ton buddy, tu as ton manager. Tu as les gens qui ont participé à ta boucle d'entretien qui vont te recontacter et tu as ton HRBP qui fait des points réguliers et qui essaie d'avoir un feedback is a gift. Donc comment tu as été accueilli, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et nous après elle regroupe tout ça et elle nous propose des pistes d'amélioration. Et moi HRBP, c'est une fonction que je ne connaissais pas avant que notre directrice de PeopleOps nous propose de recruter quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'en passerait difficilement. Et comment est-ce que vous avez structuré finalement votre onboarding? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là où vous en êtes? Est-ce qu'il y a eu des phases d'onboarding où vous vous êtes dit... Là, il faut step up. Ouais, vraiment, comme disait Isabelle, ça a été hyper itératif. Au début, tu avais qu'un buddy, il t'expliquait tout. Après, le buddy, il n'était pas forcément capable de t'expliquer comment fonctionnait Customer Success, Client Success. Et les gens avaient des velléités sur ouais, on m'a très bien expliqué là où j'arrive, mais j'aimerais bien comprendre un peu plus entre les autres équipes, comment ça se passe, quels sont les métiers. Du coup, on a demandé aux autres équipes de participer aux onboarding. Et ce, vraiment de manière itérative.
l'un des derniers gros changements, ça a été de se passer de plus en plus de slides et d'offrir de plus en plus d'opportunités de communiquer directement avec la management team. Adrien Nussenbaum, notre co-CEO, participe systématiquement aux onboarding tout le temps. Okay. Isabelle et moi, les SVP Sales des différents territoires. C'est vraiment très cool de pouvoir échanger comme ça. Tout le COMEX est impliqué en fait dans ce bootcamp. Donc comme ça, tous les employés ont rencontré au moins une fois l'ensemble du COMEX et c'est vraiment un jeu de questions-réponses. Et après, on a tout un exercice aussi de skip level pendant les premiers mois et par la suite, ça veut dire quoi? C'est que c'est vrai que quand tu as des couches de manager, tu peux dire tu parles jamais à ton N-1 ou à N-2. En fait, nous, on le fait. On a des sessions dans l'année où on prend le temps d'aller faire un déj avec quelqu'un dans l'organisation pour parler de tout et de rien. C'est pas, parfois, ça les stresse un petit peu parce que voilà. Mais en fait, ils se rendent compte que ça se passe bien. C'est vraiment très casual. On va juste soit faire un déj, soit prendre un café et ça nous permet aussi d'avoir du temps qualitatif dans ces moments-là. Et en réalité, ça fonctionne très bien aussi d'avoir ce temps-là, au-delà de tous les événements sociaux qu'on peut organiser par ailleurs, qui nous donnent aussi l'opportunité de rencontrer tout le monde, maintenant que les règles liées à Covid sont derrière nous. C'est important, je pense, plus l'équipe grandit, d'avoir toujours le pouls du terrain, de s'assurer qu'on sait ce qui se passe, les revendications parfois, ou les choses qui ne vont pas. Ça nous permet de réagir assez rapidement. Et c'est quoi votre moment préféré finalement dans l'onboarding? Moi j'aime bien le moment où on leur parle et on essaie de faire des blagues. Parce qu'évidemment, on essaie de faire en sorte que ça soit le plus cool pour eux. Mais du coup, Isabelle et moi, on est sollicités tous les mois. On le fait 12 fois par an. Donc évidemment, tu as souvent les mêmes questions. Ouais. Comment vous priorisez? Comment vous créez votre backlog? Quelles sont vos méthodologies? Et on essaie un peu de se marrer. Mais honnêtement, le meilleur moment, c'est quand on sign up sur les fins de période d'essai. Tu es content, tu vois. Ouais. Et souvent, ça finit avec toujours la même question, c'est quel est le conseil que vous nous donneriez? Et j'aime bien toujours dire qu'il faut apporter le café à Naji le matin, et comme ça, ça se passera bien pour eux. Mais c'est la seule blague que je fais. Les autres blagues, j'ai laissé Naji. Voilà. Ouais, c'est moi l'humoriste. D'accord. Je leur parle pas du fait que je fasse du Muay Thai, par exemple. Pas tout de suite. Maintenant, tout le monde le sait. Mince. On a une question de Jennifer qui demande concernant la Tech Academy et Product Academy à venir. Ça a été créé dans quel objectif besoin? C'est lié au marché, c'est lié à un besoin finalement des équipes de reconversion parce que potentiellement ils étaient sur, comme tu l'as dit, du Ruby et qui shiftent sur du Java. C'est plusieurs éléments, mais c'est vrai que l'aspect tendu du marché du recrutement fait que ça nous a permis d'ouvrir des nouvelles, comme disait Isabelle, d'avoir un pool de talents plus grand. On est exigeant sur nos talents. On a 6% des personnes qui passent des entretiens chez Miracle qui reçoivent une offre. Donc on est assez sélectif. Et donc on cherche constamment à augmenter le pipe. Ça fait plusieurs années qu'on voit ce chiffre chez nous. Et donc on essaie vraiment d'augmenter en amont notre capacité et là où on peut aller chercher des talents pour les former. Après, on a fait une acquisition l'année dernière, on a refait une acquisition assez récemment. Ça permet aussi de former les gens à nos technos. Là, on vient de racheter une boîte qui s'appelle Target to Sell. La technologie qu'ils utilisaient sur leur front, c'est Vue.js. Chez Miracle, c'est du React. Bon, ils ont un développeur front. On l'a mis dans la prochaine Tech Academy pour qu'ils se forment en React. C'est tout bénef. Trop cool. On a Captain Nashiro encore qui vous pose la question. Du coup, vous parlez assez souvent des CSM. Quel rôle ont-ils aujourd'hui au sein de Miracle? C'est une équipe avec laquelle on travaille beaucoup. Forcément, on est très attentif sur la satisfaction de nos clients, les demandes des clients. On a surtout une équipe de functional consultants qui sont aussi des experts produits, qui font un peu le relais entre les équipes produits et les équipes Customer Success. On a des équipes de solution consultants qui sont aussi très techniques. Donc forcément, ces équipes avec lesquelles on travaille beaucoup, d'abord pour être sûr qu'ils soient toujours au courant
en fait de ce qui se passe. D'ailleurs, on a mis en place ce qu'on appelle des product committees où ils sont des product ambassadeurs, donc ils sont très au courant de ce qui se passe dans le produit, à quel moment, et ça leur permet de naviguer un peu notre roadmap. Et puis, ils font partie intégrante finalement de la grande famille produit parce qu'ils nous donnent du feedback, ils peuvent aussi être là en tant que testeurs, ils peuvent nous remonter des informations terrain qu'on n'a pas forcément. Donc, c'est hyper précieux pour nous de travailler de manière très proche avec les équipes de Customer Success. Mais de la même façon qu'on travaille de manière très proche avec ce qu'on appelle les Solution Engineers qui sont plutôt en pré-vente, qui eux sont orientés donc prospects et qui ont aussi beaucoup d'informations hyper intéressantes. Et de la même façon, on les intègre dans ce programme de Product Ambassador et c'est hyper important pour nous d'avoir ce stakeholder management en place qui soit très bien défini, dont les rôles et responsabilités soient clairs pour que les gens se sentent aussi fiers de faire partie de ce groupe de Product Ambassador. Ok. Est-ce que vous auriez un conseil pour ceux qui réalisent des onboarding? Qu'est-ce qui fait que l'onboarding il change de dimension pour vous? Quand on est dans une scale-up, c'est dans le nom, il faut scale, il faut scaler. Donc il faut être capable de prendre la charge et de monter. Donc réfléchir au maximum à comment, entre guillemets, standardiser et que ce soit répétable. C'est hyper important quand on doit onboarder 50 personnes par mois, voire plus. C'est impossible de le faire un par un. Donc, il y a des aspects où c'est très important de trouver des moyens de scale le process et en même temps de garder toute l'ADN de la boîte, toute la culture dans la façon dont on le fait. Ça ne peut pas être robotisé. C'est pour ça qu'on ne fait pas que des vidéos toute la journée. Ce serait très rébarbatif et franchement, je pense que personne serait content. Là, ils rencontrent des gens. C'est une fois par mois, c'est un exercice qui est hyper sympathique à faire comme l'a décrit Naji. Donc on fait tout pour que le process soit le plus répétable et facile à mettre en place possible. Mais effectivement, le mot d'ordre, c'est scale. Ok. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Plus ça. Et ben c'est parfait. Merci beaucoup Marcel. Merci à toi. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Lauriette. C'était vraiment très très cool de vous avoir sur ce plateau. Vraiment, c'était, je pense, hyper intéressant et on a pu voir pas mal de choses. Et sur l'onboarding aussi, qui est un vrai sujet actuellement, c'est primordial pour les entreprises. Vraiment, merci beaucoup. C'était un plaisir et on a dit pas mal de choses et quand même, je pense qu'on souhaite féliciter et remercier toutes nos équipes. On fait tout ce qu'on fait, tout ce dont on a parlé. C'est eux les acteurs quand même majeurs de tout ça et on les félicite et on est très content de pouvoir bosser avec eux. Il a fait le mot de la fin. Il a fait le mot plus un. Plus un. Merci encore vraiment d'avoir participé à ça. Merci aux invités, merci à vous spectateurs, merci à la régie, merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, le 7 juin, pour voir Zalita Lefeuille, Design Ops chez Payfit. Donc on va parler du Design Ops, c'est quelque chose qu'on commence à voir émerger de plus en plus et voir si c'est un moteur de l'organisation design. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire au Choc des Titans. Vous avez vu le teaser et d'ailleurs je pense qu'on va vous le rebalancer pour la fin, pour se dire au revoir. Et on se retrouve pour le Choc des Titans le 6 juillet. Merci encore vraiment d'avoir accepté l'invitation. Vous avez été géniaux. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.